Et la suite de cette troisième édition de Média en scène se poursuit ici à la Maison de la Radio, sur la scène de l'auditorium de la Maison de la Radio, comme d'ailleurs dans bien d'autres endroits. L'intégralité des keynotes et des tables rondes sont à retrouver sur le site internet Média en scène. Vous avez peut-être suivi avec nous il y a quelques instants la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui évoquait la crise sanitaire, celle liée au Covid-19. On parle d'une crise, on devrait plus précisément parler de plusieurs crises avec des démocraties qui sont pour le moins secouées par la montée du nationalisme ou bien encore par des crises économiques. Alors quels peuvent être au pluriel le ou les rôles des médias du service public dans ces différentes crises? Eh bien, pour en parler durant 40 minutes, nous vous proposons à présent, à l'occasion de cette troisième édition de Média en scène, un plateau exceptionnel composé de l'ensemble des présidentes et des présidents de l'audiovisuel public. Sybille Veil, présidente de Radio France, va venir nous rejoindre, tout comme Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, Marie-Christine Sarangos, présidente de France Média Monde, Yves Bigot, président de T5 Monde et Laurent Vallée, président de l'INA, table ronde animée. Je vous en prie, vous pouvez d'ores et déjà venir vous asseoir. Table ronde animée par David Barou, journaliste aux Échos. Bonjour. Bonjour. Prenez place. Vous avez... Hop. C'est à la fois un peu triste de voir une salle vide, mais c'est aussi très beau. Cette salle est magnifique. La dernière fois que je suis venu ici, enfin à part tout à l'heure, c'était pour voir Barack Obama qui était venu s'exprimer ici il y a quelques années et qui, hier ou avant-hier, était sur le service public, France Télévisions, France 2, où il donnait une grande interview. Quel rôle pour les médias publics face à la crise, dans un contexte de crise? En fait, la question que j'ai envie de vous poser à toutes et à tous est un petit peu la même. C'est qu'est-ce que la crise a changé et qu'est-ce qu'elle va changer peut-être durablement pour le service public? On n'a jamais eu besoin d'autant d'informations, on n'a jamais eu besoin d'être informé autant de manière fiable en plus, à l'heure des fake news, à l'heure des réseaux sociaux, mais à l'heure aussi d'une pandémie qui inquiète et qui nous demande de nous informer. On n'a peut-être aussi jamais eu besoin autant de services publics de qualité pour l'information, mais il n'y a pas que l'information sur le service public, et il n'y a pas que la France aussi dans le service public. Plusieurs d'entre vous travaillent avec des médias qui portent aussi d'une certaine manière la voix de la France et la culture française hors de nos frontières. Et puis dernier élément qu'on pourra peut-être aussi évoquer, c'est qu'au-delà de la crise sanitaire, on est aussi dans une période de crise économique et qu'une contrainte budgétaire peut aussi se poser sur le service public. Comment est-ce que le service public peut s'adapter dans cette période difficile? Peut-être pour commencer tout de suite, Delphine, et la même question un peu pour tous, c'est qu'est-ce que la crise a déjà changé ou qu'est-ce qu'elle vous a déjà un peu inspiré à tous en tant qu'acteurs du service public? Alors, je pense que la crise nous ramène à des choses peut-être un peu plus fondamentales, à nos missions fondamentales, et d'être sans doute encore plus que d'habitude à l'écoute de ce qu'attendent les gens. Dans ces situations de crise, les services publics ont un devoir particulier. C'est pour ça qu'on a réagi très très vite lors du premier confinement, notamment quand les écoles étaient fermées, en transformant France 4 en grande salle de classe. On a tout de suite aussi élargi notre information, notre tranche d'information pour pouvoir relayer les questions des gens qui nous étaient transmises sur le hashtag On vous répond de France Info, pour pouvoir en direct tous les soirs répondre à des questions très pratiques, très intéressantes d'ailleurs, qu'on se posait nous-mêmes, pour être vraiment dans cette conversation permanente. Donc je crois qu'il y a comment on renforce ce rôle-là de la télévision, d'être vraiment à l'écoute et suffisamment agile pour réorganiser ces grilles en quelques jours, ce qu'on a su faire. Au-delà de ça, je pense que, et c'est sans doute cette deuxième phase dans laquelle on va, je crois aussi que ça nous rappelle que nos sociétés sont fragiles. Elles sont fragiles sanitairement, on voit à quel point un virus peut mettre à peu près tout par terre. Elles sont fragiles aussi politiquement, économiquement. Et dans ce contexte-là, d'une société qui se fracture, on le dit, on l'entend partout, mais c'est vrai, d'un environnement aussi, d'un monde de politiques qui se durcissent, eh bien, il y a une mission particulière du service public d'avoir une information fiable,
vérifiés, qui expliquent les choses, qui détaillent, pour essayer en tout cas de contrer la vague de fausses informations, de théories complotistes. On l'a vu encore ces derniers temps avec ce documentaire sur le Covid. Bon. Donc là, cette mission-là, elle est absolument fondamentale. La deuxième, c'est au fond, on est privé aujourd'hui de liens sociaux. Et la télévision, même si ce n'est pas un lien social en tant que tel, rien ne remplace le fait de voir ses enfants, sa famille, mais c'est quand même une forme de palliatif et surtout le moyen d'être à distance ensemble. Et comment on peut se retrouver derrière un événement, comment on peut se retrouver derrière un match de foot ou une rencontre de rugby pour le service public, ou devant le Tour de France, comme ça a été le cas au mois de septembre, alors qu'on s'y attendait pas forcément. Comment aussi on est capable de maintenir une forme de lien. Il y a beaucoup de gens qui vivent seuls en France, hein, et en maintenant des rendez-vous quotidiens, réguliers, dans lesquels les gens puissent se reconnaître et surtout se retrouver, au fond. Plus enfin, le dernier point qui me semble aussi important, c'est, au fond, soit au travers de l'imaginaire qu'on crée par les séries, les fictions, les films de cinéma, ou au travers d'une pratique plus quotidienne dans tous les genres de programmes, comment on fait en sorte que les gens se reconnaissent. C'est-à-dire ils se voient au travers de la télévision, ils voient eux-mêmes, ils puissent se projeter dans les personnages ou dans les journalistes ou dans les sujets qu'on présente, ils se sentent représentés. Et ça, au fond, on avait ce Ça, c'est une valeur débat. du service public, mais qui va au-delà de la crise. Donc C'est une valeur qui va bien au-delà de la crise et qui, par ailleurs, on en discutait ce matin aux Échos dans la table ronde sur les plateformes SVOD, qui est profondément ancrée dans nos valeurs de service public, parce que France Télé est présent partout, dans 9 territoires et départements d'outre-mer, dans toutes les régions françaises, et donc on a cette capacité à représenter la diversité géographique. Et je crois qu'on a aussi maintenant un plan d'action assez strict et qu'on va dérouler pour mieux représenter aussi la diversité de couleurs de peau, le handicap, tout ce qui fait que nous sommes égaux, mais pas forcément semblables en termes d'image. D'accord. Bon, alors là, on a dépassé le contexte purement de la crise civile, peut-être au moment où, ce matin, on annonçait de très bonnes audiences pour l'ensemble des radios du service public. On voit que pendant la crise, effectivement, les Français se sont tournés vers vos radios. Quelles leçons vous tirez de cette première crise sanitaire, alors que nous sommes aujourd'hui dans une deuxième vague ? Alors moi, je dirais que plus largement, on n'est pas que dans une crise sanitaire. On connaît depuis 10 mois, et même si on remonte au-delà encore plus, on connaît une succession de crises. Il y a eu la crise sanitaire, il y a eu le choc démocratique américain, il y a eu les attentats. Et donc ça crée quand même un contexte très particulier dans lequel je suis convaincue que les médias doivent montrer qu'ils sont engagés. Alors, pas engagés politiquement pour un camp ou pour un autre, d'autant qu'on est dans une période où on attend encore plus que jamais de l'impartialité de la part des médias, mais engagés pour porter une éthique du journalisme. Et ça, c'est la question de l'information. Et je suis du même avis que Delphine. Je pense qu'on est dans un moment très particulier où on voit qu'une partie des médias est tentée par une forme de sensationnalisme, une place accordée très importante aux éditorialistes, à la polémique un peu facile, et que de l'autre côté, il y a des médias qui essaient de défendre des valeurs, éthique journalistique pour faire du fact-checking, pour faire intervenir l'expertise, essayer de prendre du recul sur les faits, apporter des solutions aussi constructives, loin d'une information qui soit trop anxiogène. Et les résultats très formidables qu'on a eu ce matin, puisque toutes les chaînes, sans exception de Radio France, ont des résultats d'audience en hausse, puisqu'on a gagné plus d'1 million d'auditeurs en un an, et on est écouté chaque jour par 15,5 millions de personnes. Et notamment, ça concerne 3 chaînes, et je trouve que c'est très révélateur aussi. Les 3 chaînes grand public qui rassemblent les Français de France Bleu à France Inter, en passant par France Info. Et je pense que c'est aussi un signal du fait que les Français,
D'une part, il y a une relation de confiance tirée dans la durée avec nos médias et nos médias de service public dans les temps de crise comme ceci. C'est une sorte de label de référence et de confiance pour l'information, mais également, ce sont des médias qui ont cette particularité, et c'est le cas pour France Bleu comme pour France Inter, qui ont cette particularité de rassembler, de créer du dialogue, de fédérer toutes les générations, d'accorder aussi une très grande place à l'interactivité. Et pour en venir à la crise sanitaire, c'est une crise où la particularité, c'est qu'on est séparés, qu'on est confinés, c'est la distanciation sociale. Et quel meilleur remède à cette distanciation pour les personnes qui sont isolées, qui vivent seules dans des régions partout en France. La chaleur apportée par le dialogue, l'interactivité que permettent nos radios et tout particulièrement les radios locales, je pense que c'est une réponse très importante à la période actuelle et aux crises que l'on vit aujourd'hui. C'est la création du lien dont parlait Delphine. Marie-Christine Saragosse, donc France Média Monde, c'est, je le rappelle aux gens qui nous écoutent, à la fois RFI et France 24 dans de nombreuses langues. Monte Carlo Doualiya en arabe. Et Monte Carlo Doualiya, excusez-moi. Qu'est-ce que cette crise sanitaire a changé? Comment est-ce qu'elle a affecté jusque-là les médias de France Média Monde? Alors, je ne sais pas si elle a changé ou exacerbé les fondamentaux, en fait. Je rebondis un peu sur ce que disaient Delphine et Sybille. Le mot engagement que Sybille a utilisé, je pense qu'il résume bien ce qui s'est produit. À la fois un engagement physique, parce qu'il y a eu des moments quand même où on était obligé d'être sur place, sur site, parce qu'on produit ce qu'on diffuse. Donc on ne peut pas se dire qu'on arrête. Donc les gens sont vos journalistes de RFI et de France 24 ont continué à voyager et aller sur le terrain. Ouais. Alors ils ont continué. Il y avait le réseau de correspondants qui était très important pour une pandémie mondiale, d'avoir un réseau très dense mondial. C'était important aussi pour remonter l'info. Donc il y avait cet engagement avec courage, l'adaptabilité, parce que le télétravail... c'était un concept pas très très répandu et donc tout le monde s'y est mis, et y compris pour des métiers qu'on ne savait pas être distanciables. Et puis il y a eu vraiment sur le contenu, l'info, je pense que ça c'était pour nous, évidemment c'est notre format, mais dans le monde, tout le monde n'a pas la chance de la France et d'avoir autant de médias de grande qualité, publics bien sûr, mais aussi privés. Donc il y avait un fort besoin d'informations expertes, pédagogie, comme le disait Delphine, vérifiée, parce que les fake news ou les infox ont fait des ravages et pouvaient tuer des villes cette fois-ci, dans certaines zones du monde. C'est important, la prévention, y compris dans des langues où on a traduit les messages de prévention, les langues africaines. Rompre l'isolement, l'interactivité, le soutien à l'éducation, donc avec la radio à l'école, tout ça on l'a fait. Mais l'autre point qui était important, c'était la confiance. Et je pense que c'était vrai aussi pour d'autres médias. Donc on a eu évidemment des multiplications par 3 de l'audience. Je pense qu'on va être à... Vous pouvez mesurer votre audience, parce qu'on n'a pas médiamétrie. Alors, on mesure des impacts hebdomadaires, c'est-à-dire en broadcast et en numérique. Quel nombre de personnes sont exposées à nos contenus chaque semaine? Et là, vous avez vu une augmentation? Là, oui, on va être à pas loin de 240 millions de personnes chaque semaine, alors qu'on était à 207, et plus de 2 milliards de vidéos vues à l'échelle de la planète. Évidemment, c'est pas des chiffres cumulés, c'est pas des chiffres qui se comparent aux médias nationaux. Mais surtout, on a fait une enquête qualitative en Afrique francophone à la sortie de la première crise. Et la confiance, la dimension de valeur refuge du service public, je pense que c'était quelque chose de très important, qui était vrai en France aussi. Même le 20h, la grand-messe du 20h est redevenue quelque chose de très important. Donc on a vu beaucoup ça. Et ça rejoint d'ailleurs l'enquête qu'on a lancée tous ensemble. On va en parler, oui, peut-être un peu des conclusions. Et il y a un dernier point qui m'a semblé important, c'était la solidarité. J'ai trouvé qu'il y avait des initiatives magnifiques partout, au sein d'abord de notre entreprise, puisque il y a eu une collectivité très soudée, les non-permanents, les correspondants loin. On a laissé tomber personne sur le chemin. Nous, on s'est beaucoup concerté. La bataille des masques était quand même... on se souvient que les premiers, c'était avec Delphine. Donc c'était important, on se concertait beaucoup. Et à l'échelle internationale aussi, on a une association qui s'appelle les MFP. C'est les médias francophones publics, avec Yves aussi. Et c'était drôlement intéressant pour mutualiser les bonnes pratiques de se parler. On l'a fait aussi avec les autres médias internationaux. Et on a beaucoup travaillé avec la Deutsche Welle. C'était très intéressant de suivre la crise en Allemagne et chez nous. Et on faisait des duplex très très souvent. Voilà, donc engagement, confiance et solidarité, ça me parle pour résumer la période.
Yves, au niveau de TV5 Monde, comment cette crise vous a affecté ou qu'est-ce qu'elle vous a déjà peut-être appris, hein? A appris beaucoup de choses et je vais en fait répéter ce qu'a très bien énoncé Delphine tout à l'heure de manière juste un peu différente. À votre question, qu'est-ce que la crise a changé effectivement pour les médias publics? C'est que ça a rappelé l'importance fondamentale de nos missions. Alors nous, on les connaît, mais le public peut les avoir perdus de vue au fil des années, de la montée de la concurrence et des critiques aussi qu'on a pu subir les uns les autres. Donc évidemment, le lien social fondamental qui se trouve là, le besoin d'avoir une information qui soit fiable et vérifiée. Ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel dans un monde où les réseaux sociaux ont créé à la fois la boîte de Pandore et la tour de Babel. On a toutes les métaphores bibliques qui se réalisent en direct sous nos yeux. Et c'est essentiel de pouvoir, et c'est d'ailleurs là que les pouvoirs publics devraient comprendre combien il est important de nous financer et de financer nos rédactions, justement pour qu'elles puissent avoir les moyens de donner aux citoyens français et au-delà, mais français en tous les cas déjà pour ce qui les concerne, une information sur laquelle ils peuvent se baser de manière certifiée pour toutes les décisions qui sont appelées à prendre quand on leur demande d'aller aux urnes pour prendre des décisions pour l'avenir de leur pays, pour leur avenir collectif. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Après, il y a la crise économique qui accompagne et qui suit la crise sanitaire. Et là, juste un rappel, c'est que les médias privés ne sont là qu'aussi longtemps qu'il y a du profit. Leur mission, c'est de ramener de l'argent pour leurs actionnaires. Si demain, c'est ça leur mission, mais c'est vrai que sans profit, ils ne peuvent pas vivre durablement. Non, mais bien sûr, et puis surtout, il n'y a pas d'intérêt pour eux d'être présents. Donc, l'importance... Je connais des médias, je m'excuse, c'est pas ça le débat, mais je connais des médias qui sont animés par des rédactions dont le but n'est pas le profit. Le profit, c'est d'informer. Non, mais et sans je vous rassure, j'ai passé la moitié de ma vie dans le privé, donc j'ai un peu plus de légitimité pour en parler. Je ne dis pas ça pour critiquer les médias privés, je dis ça pour dire combien les missions de service public et le financement du service public sont essentiels. Parce que si demain, on est face à une crise économique des médias, c'est uniquement ce que je dis, il ne restera théoriquement plus que le service public. Et donc il faut absolument que reste le service public. Et pour qu'il reste, il faut qu'il soit financé et qu'il ait les moyens de travailler. Après, pour l'aspect purement TV5 Monde et donc international qu'on partage avec Marie-Christine, nous, évidemment, c'est très important tout au long de l'année qu'on puisse faire partager à la fois aux francophones et aux francophiles qui suivent à travers les langues de sous-titrage les valeurs démocratiques, la culture, etc. Et pendant cette période, en tous les cas de crise sanitaire, nous, ce qui était très important et là où on a été très sollicité, c'était à la fois l'éducation, et donc merci à Delphine puisque nous avons relayé Nation Apprenante, la Maison Lumni, etc. partout sur la planète, à la fois sur nos chaînes linéaires et sur Facebook et les réseaux sociaux. Et puis surtout, nous avons été très sollicités par l'OMS, l'UNESCO, l'ONU pour transmettre tous les messages, évidemment, de prévention sanitaire qui sont déjà parfois difficiles à faire passer chez nous. Donc, imaginez bien combien c'est plus compliqué au Gabon ou en Guinée de les faire comprendre parce que souvent, ils vont contre des croyances locales. Aussi, où souvent on entend dire, et nous on l'avait entendu dire à l'époque déjà de la dernière crise Ebola, c'est mais si Dieu a fait les choses comme ça, moi je vois pas pourquoi je changerais. Dieu avait décidé, donc je n'ai pas de raison de mettre un masque, je n'ai pas besoin de me laver les mains, j'ai pas besoin de faire attention. Laurent, alors l'INA n'est pas une chaîne, n'est pas dans le même cas que tous les intervenants qui ont pris la parole juste avant vous, mais dans cette période de crise sanitaire, est-ce que l'INA aussi s'est posé des questions sur sa mission et sur ses objectifs ? Oui, bien sûr. Oui. L'INA n'a effectivement pas d'antenne au sens de celle qu'anime
mes camarades, mais comme en tant que média patrimonial du service public, il a évidemment essayé d'adapter la façon dont il remplit ses différentes missions à la crise. Et je rejoins Sybille pour dire que cette crise, elle est sanitaire, c'est celle qu'on voit le plus immédiatement, mais comme il invitait le titre de cette table ronde, je crois qu'elle n'est pas que sanitaire et elle prend plusieurs formes. Il y a une crise de confiance dans les médias, il y a une crise dans l'adhésion un certain nombre de valeurs républicaines. Il y a une crise aussi dans ce que Delphine a appelé très justement la représentation, la façon dont nos concitoyens se reconnaissent dans leurs médias. Il y a une crise aussi particulièrement, même si elle est liée à certaines de celles que je viens de citer, de la jeunesse. Et ça, c'est un des rôles très importants que ça induit pour le service public et pour l'INA en particulier. Et puis, bien sûr, s'ajoute à tout ça une crise sanitaire qui exacerbe d'une certaine façon les autres. Et face à ces différentes crises, pardonnez-moi, juste quelques exemples concrets de la façon dont l'INA a essayé d'adapter et de développer ses programmes. Vous avez peut-être, il y a quelques semaines, on a lancé sur France Info, qu'on a créé ici tous ensemble il y a maintenant 4 ans, une émission de 26 minutes tous les mercredis à 21h qui s'appelle Inattendu et qui concrétise un peu cette priorité à la contextualisation que veut donner l'audiovisuel public en matière d'information. Mes camarades en ont parlé, car je crois que ce qu'attend le public et ce qu'attendent nos concitoyens de l'audiovisuel public, c'est vraiment des repères face à ces différentes crises, mais c'est aussi, Delphine évoquait tout à l'heure, je ne sais pas s'il faut citer son nom, mais ce documentaire de la complosphère. Je vous invite, avec l'INA édite une revue en ligne qui s'appelle La Revue des médias, qui analyse un certain nombre de phénomènes médiatiques et audiovisuels, dans laquelle on a publié hier matin un excellent article d'un journaliste qui est allé patiemment, parce que je crois qu'il faut beaucoup de patience, à la rencontre de toute cette complosphère qui a créé ce buzz autour de Hold Up. Et je crois que ça fait aussi partie, au-delà du fact-checking, bien sûr, de la mission de l'audiovisuel public, que d'aller à la rencontre de ce que j'appellerais ces décrocheurs de l'information. Par ailleurs, il y a une crise dans l'adhésion aux valeurs de la République et avec l'UMNI qu'on lançait tous ensemble, avec Delphine en particulier, il y a exactement 1 an, jour pour jour, on a proposé très vite sur la partie dédiée aux enseignants une piste pédagogique spécifiquement liée à l'apprentissage de la liberté, comment transmettre, expliquer ce qu'est la liberté d'expression, qui en une semaine a été utilisée par plus de 50 000 enseignants dans les salles de classe. Quant à la crise de la représentation, et c'est notamment celle de la représentation de genre, l'INA, qui a la chance d'apporter à l'audiovisuel public un département recherche, a publié un certain nombre de travaux, notamment sous la plume de notre chercheur David Doucan, qui a nourri d'ailleurs beaucoup de travaux de la députée Céline Calvez ou du CSA sur la question de la représentation et de la parole des femmes, notamment en tant qu'expert en temps de crise. Puis quant à la crise de la jeunesse, je rappellerai juste qu'au-delà de ce qu'on a dit ou ce qui a été rappelé sur l'UMNI, ou sur France 4, l'INA est celle des entreprises de l'audiovisuel public qui a une mission légale d'enseignement, de formation initiale. Chaque année, on transmet des métiers, des techniques de l'audiovisuel, des médias numériques à 250 jeunes. C'est évidemment, chacun le sait, filmer, monter, c'est politique. Et donc, c'est un rôle très important auquel on essaye de donner en plus en ayant créé cette année une classe dite classe alpha qui est ouverte sans condition de diplôme, avec aussi une responsabilité sociale et d'inclusion qu'on espère d'ailleurs bientôt démultiplier avec nos amis de France Télévisions. Et puis, bien sûr, face à la crise sanitaire, comme nous tous, on essaye de... Voilà, et notamment la façon dont la ministre le rappelait, le spectacle vivant est durement touché. On essaye, notamment sur notre offre de vidéo à la demande par abonnement Madeleine, de mettre en avant chaque soir un nouvel événement, un spectacle, un concert. Et on a il y a quelques jours proposé le merveilleux Malade imaginaire, je crois. J'espère pas dire de bêtises, de Podalides au français, qui a été visionné 100 000 fois en quelques jours. Donc voilà. C'est le Cyrano de Bergerac, de Podalides. Pardon Denis. Voilà. C'est pas grave. Sur les jeunes, j'ai envie de suivre un petit peu sur les jeunes. Alors les médias traditionnels et pas simplement le service public souffrent d'une forme de désaffection en partie de la jeunesse.
vous êtes tous des acteurs, Yves en parlait il y a une seconde, mais vous êtes tous des acteurs des services publics. Qu'est-ce qu'on peut faire de spécifique pour essayer d'attirer et de reséduire des jeunes qui sont plus attirés aujourd'hui par des réseaux sociaux et une information qui se consomme plus rapidement? Radio France a testé le Move, enfin plus que testé, a lancé, travaillé sur le Move. Est-ce que les uns et les autres, vous pensez pouvoir mener des opérations particulières pour essayer de mieux répondre aux attentes de la jeunesse en France et dans le monde? Oui, alors David, quand vous dites jeunesse, là, vous excluez les enfants, parce que les enfants continuent à regarder la télévision en réalité. Mais en effet, les jeunes publics, donc entre 15 et 25, ont de tout temps. Il y a une baisse très très forte du visionnage de la télé, et en général, ça remonte. Là, on peut supposer que ça va pas remonter pas aussi haut sans doute que les générations précédentes, quand les jeunes s'installent à la maison. Donc il y a deux choses de mon point de vue. Effectivement, les jeunes ont déserté la télévision, donc ça ne sert pas forcément à grand-chose d'avoir des émissions spécifiques pour les jeunes alors qu'ils ne vont pas naturellement sur ce média. Donc évidemment, le meilleur moyen de les toucher, c'est d'être là où ils sont. De leur parler là où ils sont sur les réseaux sociaux et d'avoir une offre qui est 100% numérique. C'est le cas sur France.tv qui leur est destinée. Donc ça veut dire très concrètement, très opérationnellement, des budgets dédiés pour ces œuvres-là, des histoires qui leur parlent. On parle toujours de Scam parce que c'est le grand succès des pays du nord de l'Europe qu'on a importé, qu'on a adapté et qui est aussi un énorme succès en France. Mais depuis, il y en a eu bien d'autres. Il y a eu Mental qui raconte l'histoire d'une petite bande de jeunes dans un hôpital psychiatrique. On sait que les troubles de la personnalité, les troubles mentaux, ça touche un jeune sur deux. Notamment à l'adolescence, dans cette période si difficile, ou encore Parlement qui voulait parler de manière un peu rigolote de ce que c'est que le Parlement européen, parce qu'on a ce sujet aussi de vulgariser ce qu'est l'Europe. C'est aussi de l'information, c'est pas que des séries, c'est aussi de l'information. Alors, non, là c'était une série aussi, Parlement, mais voilà, donc on les attire avec ça peut être des documentaires sur l'écologie, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est vraiment premier dans leurs préoccupations, sur le genre aussi, on sait que les questions de qui suis-je, quel est mon sexe, en ai-je un, tout ça anime beaucoup les conversations des jeunes et comment on répond à ça, aux questions sur la sexualité aussi. Donc voilà, on a une offre qui est de plus en plus riche, qui est dédiée, qui est d'ailleurs traitée en tant que telle, et qui nous permet vraiment de leur parler. Après, moi, j'ai pas abandonné l'idée qu'on pouvait être à plusieurs devant un poste de télévision. Et d'ailleurs, pendant le confinement, quand on a mis des films de cinéma de patrimoine, grande comédie patrimoniale, là, on a bien vu que tout le monde, c'était d'ailleurs fait pour ça en fait, pouvait se retrouver à un moment derrière et partager un film, justement pour recréer ce collectif à l'intérieur de la maison. Donc il y a aussi ce sujet-là qui est autour de films patrimoniaux, de séries patrimoniales, de grands événements. Un grand événement à la télé, un match, comme on en parlait tout à l'heure, de rugby, on peut être les enfants, les parents devant la télé. Voilà. Donc créer des moments comme ça où on se retrouve. Sybille, sur comment séduire et attirer les jeunes pour mieux les informer dans l'esprit du service public ou mieux les divertir dans un contexte de qualité? Alors, je pense que c'est le grand défi des médias aujourd'hui, et moi j'en ai fait une de mes priorités. Sur 15 millions et demi d'auditeurs, on en a 2,5 millions qui ont entre 13 et 34 ans, donc ce qui est les jeunes auditeurs. Donc on est extrêmement heureux d'avoir ces dernières années su, d'année en année, rajeunir, baisser la moyenne d'âge de nos auditeurs en attirant des jeunes sur nos différentes chaînes de radio. Et je pense qu'il y a deux manières de le faire. D'une part, il y a le type de contenu sur lequel on travaille, que l'on propose, et la manière de toucher les jeunes. Les jeunes, beaucoup de jeunes, ne viennent plus vers les médias
parce qu'ils attendent simplement que l'information, les contenus sous toutes leurs formes tombent dans les lieux où ils sont, à savoir les réseaux en particulier. Delphine a cité YouTube, c'est un réseau social de vidéos. Il y a du streaming musical, il y a d'autres réseaux sociaux. Donc on doit apprendre à détecter l'évolution des usages qui va extrêmement vite. On sait qu'aujourd'hui Facebook n'est plus un réseau de jeunes, il faut être sur TikTok par exemple. Il y a quelques années, il fallait être sur Snapchat. Donc il faut suivre de manière très rapide l'évolution des usages et ça se périme extrêmement vite avec des contenus aussi qui intéressent les jeunes. L'environnement est une thématique qui les intéresse. Nous, ce qu'on se constate, c'est que, et ça date pas de la génération actuelle, la musique est un contenu qui intéresse, comme beaucoup de contenus culturels autour desquels les liens sociaux, les échanges se font entre les jeunes, donc ça marche extrêmement bien. L'humour marche aussi et très bien, et l'humour parce que c'est une clé d'entrée dans l'actualité. Et notamment les humoristes de France Inter sont très écoutés et très regardés par les jeunes. Donc c'est une caractéristique aussi importante de nos différentes radios d'avoir su sur certaines thématiques très précises rester totalement en phase avec les jeunes. Et l'information, on a sorti en cette rentrée un podcast d'information qui s'appelle Le Quart d'heure, qui est incarné par Céline Asselot, journaliste bien connue des auditeurs de France Info, et qui justement essaie de casser les codes de la formation pour être sur un mode totalement de narration qui répond beaucoup en fait à l'évolution des formats auxquels ces jeunes-là sont habitués. Donc on essaie d'innover en permanence, et je pense que aussi l'une des forces des médias de service public actuels, c'est que on sait que l'attente est très forte, on sait qu'il y a on a parlé tout à l'heure des finances, de l'enjeu économique aussi pour nos médias. Ça nous oblige à innover, à être encore plus pertinent dans les propositions qu'on fait. Et c'est vrai que on essaie d'aller chercher les formats, les manières de toucher les jeunes pour les amener sur les sujets qui nous paraissent essentiels. Je cite un dernier exemple. Le hip-hop. On a fait dans cette magnifique salle il y a quelques semaines le hip-hop symphonique. On met des artistes de rap qui parlent à cette génération, qui sont accompagnés d'un orchestre symphonique, qui est un orchestre qui habituellement interprète de grands concerts de musique classique patrimoniale dans cet auditorium. Ça permet aussi de mettre en lien cette génération-là avec ce qu'est la musique symphonique, avec un orchestre, lui faire connaître autre chose. Pour la fête de la musique, on a fait un concert de rap toujours avec Move où c'était que des artistes femmes, que des chanteuses femmes, parce qu'on s'est dit que c'est aussi une manière de leur parler de l'égalité à travers la musique qui leur parle. Et donc on essaie, en adoptant les codes des jeunes, de faire passer aussi les valeurs que portent nos médias. Marie-Christine, alors vous vous adressez aussi hors de France à une population qui est souvent beaucoup plus jeune déjà qu'en France en moyenne, beaucoup de jeunes. Est-ce que vous avez adapté votre offre ou est-ce que vous avez lancé des offres spécifiques ou est-ce que vous constatez que finalement, hors de France, la consommation de France 24 ou de RFI touche beaucoup les jeunes et c'est pas un problème comme ça chez nous? Oui, elle touche pas mal en fait les jeunes, mais c'est vrai ce que vous dites, la population est plus jeune, donc quand on est dans des pays où 50% de la population a moins de 25 ans, forcément l'âge moyen de nos téléspectateurs et auditeurs est assez bas, parce que par exemple c'est plutôt 34 ans en prenant tout le monde, et on a un tiers à peu près de nos publics qui a moins de 25 ans quand même, dans certaines zones, pas partout, mais donc du coup ça... Bon, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils regardent. Et alors, on a partagé avec la BBC une étude BBC World sur la consommation de l'information, puisque on n'est pas dans le cas de figures de fiction ou d'émissions plus... mais nous, on fait beaucoup d'informations. Et l'information, alors ils ont fait une étude sur plusieurs pays, elle se consomme majoritairement toujours sur des médias traditionnels. Seul 25% de l'information est consommée sur les réseaux sociaux, selon l'étude de la BBC. Donc, BBC World, je me dis, bon, je les crois. Mais donc, la télé et la radio restent des médias dominants, mais les sites aussi propriétaires, c'est-à-dire les sites qui vont avec les médias connus et référents. Par exemple, les journaux, c'est très référent aussi. Donc ça, c'est une petite particularité. Peut-être que ça évolue. L'étude date de 2019. Donc, mais il y a ça. Et
Et puis, on a évidemment des modes ludiques aussi d'informer, c'est ce que disait Sybille et aussi Delphine. Le mode narratif est très important. Alors, on a des émissions qui ont un certain succès. Par exemple, je pense à Légendes urbaines, on traite du thème du rap. C'est sûr que c'est universel, hein. C'est la musique qui cartonne chez les jeunes partout dans le monde. Donc, quand on fait du rap, ça marche, mais vraiment partout. On a Pas de quartier, par exemple, une émission qui raconte justement les talents à la jeunesse, la façon dont vivent nos quartiers, qui ne sont pas des lieux désespérants du tout, qui regorgent de richesses, et ça fonctionne à l'international aussi. Et puis, un dernier point, on parle là plus de jeunes hors savoir, mais je reviens sur l'éducatif et sur... Delphine disait que les jeunes, c'est pas effectivement les moins de 15 ans, je crois que tu disais ça. Mais c'est intéressant, la population aussi des plus petits. Moi, je l'ai découverte, on l'a tous découvert. Les 8-12 ans, on les connaissait pas à France Média Monde. On les a découverts parce qu'on a fait l'école à la radio. On a découvert des jeunes enfants fantastiques. On veut pas arrêter ça. Nous, on a un site qui s'appelle RFI Savoir, qui travaille avec l'UMNI. Et il me semble que le service public a cette capacité à avoir un rôle éducatif de transmission des savoirs vraiment formidable, et qu'à l'international, et TV5 Monde aussi, c'est une carte importante aussi par rapport à certaines populations. Et je pense aux filles. Parce que dans certains pays, les filles, l'éducatif, elles n'ont pas trop accès, hein. Même en Afrique, quand elles sont scolarisées à 33%, c'est considéré comme bien. Et il me semble qu'on a un rôle de service public aussi à jouer par rapport à cette population-là, des femmes dans le monde. 3-4 minutes pour finir le débat. Est-ce qu'au-delà de la jeunesse, est-ce que l'un d'entre vous voudrait intervenir sur la question des moyens qu'évoquait Yves tout à l'heure? Est-ce que dans cette période de crise, est-ce qu'aujourd'hui le service public a les moyens de ses ambitions, ou est-ce qu'on rentre dans une phase où il va falloir faire des économies? Comment est-ce que se présentent les années qui viennent sur ce front-là pour les services publics? Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut réagir sur ce thème? Oui, juste peut-être rappeler qu'effectivement, il y a une trajectoire d'économie qui a été définie pour l'audiovisuel public en 2018 et dans laquelle on s'inscrit tous proportionnellement à nos budgets. Mais comment? Pas tout à fait, ça dépend. Oui. Enfin, bref, en tout cas, voilà, donc je crois que on y arrive, et surtout, je crois qu'aujourd'hui, et c'est ce que disait Yves aussi tout à l'heure sur l'importance de la ressource et de la pérennité de la ressource affectée au financement des médias publics, c'est qu'on a cette chance aujourd'hui que dans une crise qui est susceptible d'affecter plus durement les médias privés, quel que soit le caractère contraint de cette trajectoire, elle reste fondée sur une ressource dont la pérennité sera assurée et qui nous donne une grande force. Voilà. Delphine? Oui, moi je trouve que oui, on est sur un train d'économie, mais qui est prévisible parce que c'est ce qui a été dicté en 2018, et je trouve qu'il y a de grandes vertus à la constance des politiques publiques. Là, c'est le cas. Donc c'est difficile, ça impose beaucoup d'efforts, mais voilà, c'est anticipable. Ce qui est tout aussi important pour nous, c'est le cadre réglementaire. Or, là, c'est l'occasion, en tout cas pour les télévisions, hein, pour les contenus audiovisuels, de reposer le cadre réglementaire, d'adapter la directive SMA pour créer des conditions équitables d'exercice. Ça n'a pas un effet immédiat sur l'année prochaine, mais en revanche, c'est absolument fondamental pour l'avenir des télévisions et l'avenir de notre secteur. Être traité à égalité dans les mêmes conditions d'exercice que tous ceux qui opèrent au niveau mondial. Et on est loin du compte aujourd'hui. Sybille, sur ce point? Peut-être juste un mot. On a tous rappelé le fait qu'on est engagé dans une trajectoire d'économie qui est réelle, qui demande beaucoup d'efforts, mais je pense que l'enjeu principal, et je pense que c'est important de le souligner, c'est que c'est l'enjeu de confiance avec nos publics. Et la confiance, ça passe par l'indépendance, et donc la manière dont on est financé doit garantir cette indépendance, et donc la stabilité, la pérennité de la contribution des aides publiques est essentielle pour pouvoir maintenir cette indépendance qui est le socle de relations avec nos publics. Donc je pense pour moi c'est vraiment l'enjeu fondamental des réformes à venir au moment où la taxe d'habitation va être supprimée. Supprimer la redevance, votre réponse, c'est qu'il faut maintenir une forme de redevance. Ouais. Moi je pense que la budgétisation, ça ne crée pas du tout le même rapport. Donc je pense que l'un des enjeux est très fort. On ne peut pas se substituer au législateur fiscal, c'est pas notre rôle, mais simplement on est nous-mêmes dépositaires d'une grande responsabilité, et donc on est les garants de l'indépendance de nos rédactions. Donc on l'incarne et on le porte au quotidien aussi. Yves ou Marie-Christine, pour finir, il reste 30 secondes. Yves, sur ce point?
Sur ce point, je me suis assez exprimé, je pense, déjà tout à l'heure, mais Sybille a raison. Ce qu'il faut, c'est avoir la confiance et bien faire comprendre, alors aux Français, moi en ce qui me concerne, aux Suisses, aux Belges, aux Canadiens, etc., qu'on fait la bonne utilisation évidemment de leur argent, que ça soit l'argent global des gouvernements ou que ça soit un impôt spécifique, peu importe. Mais c'est de bien arriver à expliquer quelle est la différence du service public par rapport aux médias privés que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup, hein, que personne ne se méprenne là-dessus, et pour lesquels j'ai beaucoup travaillé. Mais on a une spécificité. Or aujourd'hui, je pense qu'une partie de la difficulté, on l'a vécu, Delphine et moi, avec la Suisse, hein, il y a 2 ans, où il y a eu une initiative populaire qui visait à faire supprimer le financement du service public dans son ensemble en Suisse. Alors, il se trouve qu'au départ, les sondages montraient que la majorité de la population helvétique était pour supprimer, parce qu'évidemment, si on demande aux gens, est-ce que vous voulez qu'on supprime un impôt ou une taxe, ils vont toujours dire, oui, je suis d'accord pour ne pas payer. Hein, ça, c'est logique. Je pense qu'en France, ça serait pire. Mais en tous les cas, les équipes de la SSR et de la RTS ont fait un travail de fond remarquable, appuyé d'ailleurs par beaucoup d'artistes, par beaucoup de producteurs, etc., par leurs collègues de la presse, pour certains, en tous les cas, pour réussir à inverser le vote, puisque c'était soumis à un vote populaire, une votation précisément, là-bas qui s'est inversé, qui à 70% a donc décidé de soutenir et de continuer le financement du service public. Mais c'est essentiel en France qu'on réussisse à faire cette même communication et à montrer combien nous sommes essentiels pour toutes les raisons qu'ont énoncées Sybille et On est à la Delphine. maison de la radio, hein, Marie-Christine. Donc, les horaires, c'est sacré ici. Hein, le carillon a sonné. C'est là. pas seulement une question de garantir. C'est notre crédibilité même. À l'international, c'est encore plus fort. Quand les gens vous disent, si vous êtes la voix du gouvernement français, donc vous faites de la manipulation, vous n'êtes pas crédible. Si vous êtes, moi je dis qu'on est financé par les citoyens français directement. C'est ça la crédibilité, la légitimité qu'on a, c'est de représenter la société civile française à l'international. Donc la nature du prélèvement n'est pas neutre, et que ce soit public, ça ne suffit pas. Il faut que ce soit une recette affectée. Merci. Pour nous, c'est essentiel. Merci à tous les 5 et à l'année prochaine pour d'autres débats à Média en scène. David, je te repasse la parole. Désolé pour le léger débat. Merci. Aucun problème. Voilà, quel rôle donc pour les médias publics face à la crise, ou plutôt face aux crises. Grâce à Média en scène, vous venez à l'instant d'avoir les réponses des présidentes et des présidents de l'audiovisuel public. Et merci donc à toutes et à toutes. Sybille Veil, présidente de Radio France, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, Marie-Christine Sarangos, présidente de France Média Monde, Aïf Bigot, président de TV5 Monde, et à Laurent Vallée, le président de l'INA, Marie-Christine Saragos, qui évoquait il y a quelques instants la BBC. Justement, on va traverser la Manche dans quelques instants. On va s'intéresser aux enjeux de la BBC. C'est à suivre donc pour cette 3e édition de Média en scène.